Le journal vous est apporté par Lénaïque Monnier. Bonjour Lénaïque. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Des scènes qui se répètent, fumigènes, violence, envahissement de terrain. Hier soir, le match de barrage entre Saint-Etienne et Auxerre a tourné au chaos. Les Verts descendent en Ligue 2 après la défaite dans ce barrage. Cyril de la Morinerie, vous étiez à Geoffroy-Guichard hier soir. Au coup de sifflet final, des supporters stéphanois mécontents sont devenus totalement incontrôlables. Oui, après le tir de l'Auxerrois Birama Touré, synonyme de descente en Ligue 2 pour Saint-Etienne, le terrain est envahi par des centaines de supporters en colère. Ces fans désabusés lancent des fumigènes et des pétards en tribune. Des sièges brûlent. Les CRS utilisent des bombes lacrymogènes pour tenter de disperser les intrus. En tribune, des familles se réfugient dans les loges. C'est le chaos. C'est pathétique, cette violence. On est déçus de descendre en Ligue 2, mais c'est triste de voir des choses comme ça. Surtout qu'il y a des enfants là, qu'on a soignés, qui avaient pris des lacrymos et machin. Les joueurs sont mis en sécurité à l'intérieur de l'enceinte. Malgré la montée, l'ambiance n'est pas à la fête dans le vestiaire d'Auxerre, raconte leur entraîneur Jean-Marc Furlan. J'ai flippé parce que j'ai pris je sais pas combien de bombes lacrymogènes, donc je faisais que pleurer. La fin du match, on est tous rentrés rapidement. On avait peur qu'il en manque un ou deux dans le vestiaire, donc on a compté tout le monde. C'est un peu triste, oui. À l'extérieur du stade Geoffroy-Guichard, des individus continuent de provoquer les forces de l'ordre. Et pour ne rien arranger, on ne verra aucun dirigeant de Saint-Etienne. La soirée se termine dans la plus grande confusion avec un communiqué des Verts annonçant la prochaine vente du club. Et vous avez entendu ce bruit impressionnant hier soir autour de Cyril de la Morinerie. Une fête en tout cas gâchée pour Auxerre qui attendait un retour en Ligue 1 depuis 10 ans. Voilà, effectivement, le score, la performance sportive s'efface totalement derrière le fait divers ou le fait de société. On aura l'occasion d'en reparler à 8h40 tout à l'heure dans Europe 1 2022. Sale week-end donc pour l'image du football. Après aussi les incidents aux abords du Stade de France samedi soir. Oui, à qui la faute après le fiasco de la finale de la Ligue des Champions? Une réunion entre organisateurs, la police et les autorités locales va tenter de le déterminer. Mais pour l'instant, tout le monde se renvoie un peu la balle. La secrétaire d'État britannique en charge de la culture et des sports demande une enquête officielle à l'UEFA. Le préfet de police de Paris, Didier Lallemand, saisit lui la justice pour la fraude massive aux faux billets. L'opposition jubile et la presse anglaise fustige encore ce matin l'organisation de l'événement. Voilà, le Stade de France rebaptisé Stade de farce. C'est dans ce contexte que la campagne électorale des élections législatives commence aujourd'hui. Oui, possible que le thème de l'insécurité revienne sur le tapis. En attendant, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez observer les affiches des candidats sur les panneaux électoraux. Alexandre Chauveau, à 2 semaines du premier tour, quels sont les enjeux pour les différents partis politiques ? Eh bien, pour Emmanuel Macron, l'enjeu est simple, obtenir la majorité absolue, soit 289 députés. L'hégémonie devrait être un peu moins importante qu'en 2017, alors le président veut s'assurer de la loyauté des futurs élus Renaissance. Il a ainsi validé un à un leur candidature, tandis qu'eux se sont engagés à voter l'intégralité du programme. À gauche, Jean-Luc Mélenchon veut capitaliser sur la dynamique de la présidentielle. Le leader insoumis demande symboliquement à ses électeurs de l'élire Premier ministre. À défaut, la nouvelle Union populaire, créée autour de lui, devrait devenir la première force d'opposition à l'Assemblée. De l'autre côté de l'échiquier politique, Marine Le Pen vise à minima une 60aine de députés, un score encore jamais atteint pour le RN. Éric Zemmour, lui, n'en vise pas autant. Le président de Reconquête, candidat dans le Var, entend faire de ces législatives un galop d'essai pour son très jeune parti. Enfin, les Républicains comptent sur leur ancrage local pour conserver le maximum de sièges. 80 députés sortants se représentent et tenteront de sauver la face d'un parti appelé à se reconstruire à l'issue du scrutin. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Alors on a également beaucoup parlé ces derniers mois du pouvoir d'achat. Un autre thème de campagne est en train d'émerger, celui de la santé. Des collectifs, des médecins, des patients alertent sur les fermetures de services d'urgence, de maternité. Ça fait des mois qu'ils essaient d'expliquer que l'hôpital est en danger. Elisabeth Borne a d'ailleurs demandé des propositions très rapidement pour faire face cet été à la pénurie de personnel de santé. Un appel à la mobilisation le 7 juin a d'ailleurs été lancé par 9 organisations. Autre crainte, une forme de privatisation de la santé. Illustration ce matin avec la clinique psychiatrique de la Chênaie près de Blois. Elle est en vente. Cette institution est située dans un château. Là-bas, les patients ne sont pas enfermés. Ils participent à la vie de la clinique. Les soignants craignent avec cette vente l'arrivée d'un groupe privé. Ils ont donc choisi de créer une coopérative. Reportage de Zoé Pallier. À vendre, tout le domaine. Son château aux façades couvertes de vignes vierges, son chalet rose où des patients partagent un café et son grand parc bordé par les champs et la forêt. Il n'y a pas de grille. Les gens passent d'un endroit à l'autre, rencontrent d'autres personnes. Ça crée des discussions, voilà, c'est fait exprès. Jean est infirmier mais tient parfois la cuisine ou se charge de l'accueil sans blouse blanche. À part la tristesse dans certains regards, rien ici ne distingue les soignants des soignés. Vous avez quoi de prévu aujourd'hui finalement ?
Aujourd'hui, je fais l'atelier cuisine avec Anne-Laure. Avec Anne-Laure, ouais. Un fonctionnement vieux de plus de 60 ans que les salariés craignent de voir disparaître, à moins que ce ne soit nous les futurs propriétaires, expose fièrement Julia. On s'était dit qu'on était finalement les mieux placés, nous, puisqu'on connaît le système, pour le garder intact. Si nous, on ne pouvait pas aller au bout, peut-être qu'on peut tomber sur quelqu'un de bien intentionné qui écouterait nos conseils. On peut rêver, on a le droit. Hypothèse qui fait sourire Gwen Vael, son collègue psychologue. Même un repreneur de bonne volonté exigera de fait une rentabilité supérieure. Et sa logique, ça va être de mutualiser des postes, ça va être tout un tas de choses où on sait qu'on a beaucoup trop à perdre, nous, en tant que salariés, et les patients aussi. L'équipe de soignants croit fort en ses chances de remporter l'appel d'offres. Certains se disent incapables de retourner à d'autres méthodes de soins après avoir connu la clinique de la Chênaie. Le reportage de Zoé Pallier pour Europe 1. Il est 7h06, l'autre grand titre de l'actualité ce matin, c'est ce sommet extraordinaire à Bruxelles aujourd'hui. Un conseil européen exclusivement consacré à la guerre en Ukraine et ses conséquences. Sur la table des négociations, le soutien économique à l'Ukraine. L'Union européenne a déjà déboursé 4 milliards d'euros d'aide et réfléchit à une rallonge. Un nouveau prêt de 9 milliards d'euros sera d'ailleurs discuté. Et sur le terrain, après 3 mois de guerre, l'armée russe progresse kilomètre après kilomètre dans l'est du pays. Les séparatistes pro-russes ont revendiqué ce week-end la ville de Liman, carrefour stratégique du bassin minier du Donbass. Dans cette guerre qui s'enlise, William Molinier, Russes et Ukrainiens comptent leurs soldats morts de plus en plus nombreux. Oui, il s'accumule à un rythme soutenu et on voit mal comment les deux forces pourraient tenir dans la durée selon Kiev qui n'hésite pas à grossir les chiffres dans cette guerre de communication. 29 000 soldats russes auraient été tués. La vérité est sans doute en deçà. Entre 15 000 et 20 000 morts, à peu près autant dans l'autre camp, nous précise une source militaire française. C'est colossal comparé à d'autres conflits. Par exemple, en Afghanistan, les Russes avaient perdu 15 000 hommes, mais la guerre avait duré près de 10 ans. Et ces pertes aujourd'hui posent la question des relèves et des réserves de force. Selon Volodymyr Zelensky, l'Ukraine disposerait de 700 000 hommes armés, des militaires, mais aussi beaucoup de volontaires engagés dans la défense territoriale, contre 140 à 160 000 soldats russes ou pro-russes déjà dans le Donbass. Or, jusqu'à présent, Vladimir Poutine s'est toujours refusé à prononcer la mobilisation générale, ce qui augmenterait certes le nombre de forces disponibles, mais qui reviendrait à déclarer officiellement une guerre, alors que pour le Kremlin, souvenez-vous, il s'agit depuis le début d'une opération militaire spéciale. Et hier, Volodymyr Zelensky lui s'est rendu dans la région de Kharkiv où il a limogé le chef de la sécurité qui, selon lui, ne travaillait pas à la défense de la ville. Il a également promis de reconstruire les 2000 maisons détruites. Allez, retour en France, plus léger, quoique pour certains d'entre vous, demain, il sera trop tard pour rendre votre déclaration d'impôt. Même si vous souffrez de phobie administrative, l'heure n'est plus à la procrastination. Maud Descamps, quand on n'a pas de déclaration en ligne, il faut se lancer, mais pas seulement. En effet, si vous déclarez vos revenus en version papier, vous avez jusqu'à demain soir 23h59, que vous soyez en France ou à l'étranger. Vous pouvez vous procurer le formulaire de déclaration sur le site internet impôts.gouv.fr ou bien directement auprès de votre service des impôts près de chez vous. La date limite est également fixée au 31 mai pour les télédéclarations des départements allant de 20 à 54, y compris la Corse. En revanche, si vous habitez dans les départements allant de 1 à 19, et bien là, vous avez dépassé le délai qui était fixé au 24 mai dernier. Il faut donc remplir votre déclaration au plus vite, mais vous risquez de subir une majoration de 10% à cause du retard. Et enfin, si vous habitez dans les départements compris entre 55 et 96, ainsi qu'à Mayotte et sur l'île de la Réunion, eh bien, il vous reste encore quelques jours puisque la date butoir est fixée au 8 juin, 23h59. Les explications de Maud Descamps pour Europe 1. Allez, nous entamons aussi la deuxième semaine à Roland-Garros et ça y est, il n'y a plus de Français dans le tableau. Maigre bilan pour le tennis hexagonal. Axel Metz, c'est inquiétant de n'avoir personne à ce stade des huitièmes. Oui, la petite euphorie de ce Roland-Garros n'aura pas duré longtemps. 5 tricolores, Paris, Jean-Jean, Cornet, Simon et Gaston pouvaient encore espérer rejoindre la seconde semaine du tournoi. Et patatras, personne en huitième de finale. Alors certains diront que c'est toujours mieux que l'an dernier où aucun n'avait franchi le deuxième tour. Mais tout de même, le constat est là, le tennis français n'est pas en forme. Nicolas Escudé est le nouveau directeur technique national. Sans avoir des discours de vieux cons, mais moi, ma génération, du moins quand j'ai tourné la page, certes un petit peu trop tôt, à 28 ans,
ans. Derrière, je crois il y avait entre 15 ou 17 Français dans les 100 premiers mondiaux. On en est loin aujourd'hui. Sans forcément non plus être totalement largué, parce que je crois qu'on doit être la 3e nation en termes de représentants dans les 100. Mais par contre, il en manque là-haut. La génération dorée des Monfils, Gasquet, Simon approche de la fin. Tsonga a même rangé ses raquettes la semaine dernière et la nouvelle génération a du mal à émerger. Les instances fédérales veulent restructurer la formation, élargir la base de détection, notamment chez les moins de 12 ans. Mais c'est un travail au long cours et les sourires dans le camp tricolore pourraient mettre du temps à revenir. Axel May, que vous allez retrouver tout à l'heure à 8h30 pour le journal de Roland-Garros. Hier soir, Carlos Alcaraz s'est qualifié pour son tout premier quart de finale dans le tournoi parisien aux dépens du Russe Khachanov. Il affrontera pour une place dans le dernier carré le numéro 3 mondial Alexander Zverev. Et puis mardi, il y a un très alléchant Nadal-Djokovic qui nous attend. C'est pratiquement déjà une finale. Merci beaucoup Lénaïque Monnier. Bonne journée à vous. C'était votre journal.